C'est très émouvant pour moi, Julien Green, de vous entendre à propos de vos livres. On peut dire ce que tout le monde sait, que vous êtes américain d'origine. Enfin, vous êtes né de parents protestants et américains. Oui, il faudrait dire de quelle Amérique je viens. C'est une Amérique, moi, sont les États du Sud, alors c'est tout à fait différent du reste de l'Amérique. Oui. La mentalité n'est pas la même. Mais comment expliquer la chose? D'abord, c'est une Amérique qui m'a été donnée, si je puis dire, par ma mère à Paris. Oui. Mais c'est un cadeau que m'a fait ma mère. Et j'ai pu vérifier ce qu'elle avait dit à 19 ans, quand je suis allé en Amérique pour la première fois. Et puis, surtout, je me sens... Nous sommes de race anglaise, écossaise et aussi irlandaise. Il y a un mélange de tout. Ça ne simplifie pas les choses. Enfin, c'est comme ça. Vous dites quelque part, mes aïeux n'étaient pas gaulois, ils portaient des tricornes, c'était des colons qui portaient des tricornes. Exactement. Et vous avez fait vos études à Paris. J'ai été élevé, comme un Français. Vous savez, je ne peux pas oublier que la langue française, au fond, m'a été donnée par une femme que nous aimions beaucoup, c'est la cuisinière. C'était une périgourdine, elle s'appelait Lina Ranou. Là, on ne pouvait pas être plus française. C'est celle que je voyais la journée. Ou alors une autre femme qui s'appelait Jeanne le Pêcheur qui s'occupait de moi. Elles m'ont donné la langue française. Alors, maman m'a donné sa langue à elle. Comment dire, beaucoup d'anglais de la Bible. Oui. Du Nouveau Testament, enfin, c'était ça. Hein. Mais enfin, et puis son anglais à elle, qui était très pur. Il y a un mini-mélo, là. Enfant, vous lisiez des psaumes auprès d'elle, en anglais, vous lisiez la Bible. Oui, les psaumes, naturellement, mais bien sûr. J'en apprenais même. Je prenais les psaumes en anglais. Et la langue me paraissait merveilleuse parce que c'était pas tout à fait l'anglais qu'on parlait. Vous connaissez aussi bien que moi la langue de la traduction anglaise. Oui. C'est une merveille, n'est-ce la pas? Bible de Saint James, c'est une merveille. Absolument, King James, c'est inégalable parce que enfin, ce sera un autre sujet peut-être. Il faudra que nous en reparlions. Oui, je lis tous les jours la traduction anglaise, depuis je ne sais combien d'années, beaucoup de gens. Toute votre vie, je crois. Oui, c'est très important. Il y a quand même les deux langues qui ont agi les deux sur langues, vous. Exactement, sont voisines, l'une à côté de l'autre. Et deux religions. Deux religions, ça c'est un autre problème parce que je suis catholique, mais j'ai été élevé par ma mère qui était protestante. Elle était Church of England, ou alors, ce qui correspond à ça en Amérique, ça s'appelle Episcopalian. Alors, et puis, je me suis converti en 1916. Alors, il y a les deux formes de religion. Oui. Je ne peux pas dire les deux religions. Les deux forment une seule religion, mais ça, c'est très compliqué, ça. Mais c'est très compliqué. Ce qui me frappe dans votre œuvre, c'est à la fois comme elle est limpide et comme elle est mystérieuse, énigmatique, insoluble et très simple aussi. Oui, je sais. Et puis la fascination de la Bible qui m'a fait me plonger dans l'hébreu, alors ça, avec de grandes joies, je veux dire. Vous avez atteint des régions auxquelles on n'accède pas facilement. Non, mais c'était ma nature, ou c'était quelque chose d'héréditaire peut-être, je ne sais pas. Oui. C'est un climat. Oui. On a l'impression que c'est à la fois la lumière et les ténèbres. Ah voilà, il y a les ténèbres, c'est difficile à dire parce qu'il y a le mystère derrière ce qui est, comment dire, facile à communiquer. Il y a
un mystère, derrière une vérité, il y a ce qui n'est pas dit et qu'on ne peut pas comprendre, ce qui échappe et qui échappera toujours, n'est-ce pas? Parce que nous n'avons pas l'intelligence faite pour aller aussi loin. Mais la raison pour laquelle j'hésite, c'est une petite parenthèse. On peut la sauter, non? Non. C'est-à-dire que je voudrais vous raconter l'histoire du petit garçon. Ça vous intéressera parce que c'est à l'origine de presque tout ce que j'ai fait, d'une certaine façon. Nous étions 8 à la maison. Bon, mais ma sœur Mary et ma sœur Anne s'intéressaient beaucoup à moi quand j'étais tout petit. Ma sœur Anne était plus âgée de 9 ans et ma sœur Mary de peut-être 12 ans. Enfin, bon. Et elle me suivait quelquefois parce que j'étais tellement bizarre. Et un jour, alors que j'avais 4 ans, elles m'ont suivi jusque dans ma chambre. Elles ont vu une chose particulière. Elles m'ont vu devant un mur. Et je parlais à ce mur dans un langage que j'avais inventé, fait de mots bizarres qui n'existaient pas. C'était une sorte de langage. Et elles ont écouté. Et tout à coup, elles ont été prises de peur. Elles se sont sauvées. C'est ça qui m'a amusé, c'est que le petit garçon. C'était curieux parce que j'avais mon monde à moi. Et alors, ce que je retenais de tout cela, c'est que le petit garçon parlait devant un mur et improvisait devant un mur, comme devant une page blanche, un écrivain qui va faire... Écrire, c'est vrai. Il y a un rapport. Dans ma vie d'écrivain, il y a eu ce rapport avec quelque chose qui est donné, qui vient d'ailleurs, qu'on essaie d'attraper, qu'on ne contrôle pas. Voilà, c'est tout le problème de la manière dont les livres sont écrits. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Enfin, est-ce que ça peut intéresser? Bien sûr. Je ne sais Moi, ça me d'où passionne. viennent les livres, vous comprenez? Voilà. Je demande ça à vous qui savez au moins aussi bien que moi, qui avez dit ces choses d'une façon merveilleuse. Vous comprenez? Ben oui, enfin, vous avez dit, dans la bousculade des mots que vous avez faite, n'est-ce pas, vous arrivez à quelque chose que les mots ne veulent pas dire ou ne sont pas prêts à livrer. Et si ça ne va pas, vous reprenez sans cesse, avec une persévérance et je crois oui, comment dire, une véhémence. C'est ça qui me frappe dans votre cas. Et ça, je trouve ça admirable parce que, au fond, vous et moi, nous cherchons peut-être la même chose, la manière de s'exprimer, et d'atteindre quelque chose qu'on ne saisit pas bien et de faire comprendre quelque chose que les mots ne peuvent pas livrer, n'est-ce pas? Moi, je suis devant le même problème, seulement malheureusement, je prends les mots tels qu'ils sont et d'une façon. Mais je me rends compte que ce que j'écris, c'est quelque chose qui m'est donné. Vous arrivez aux limites de ce qu'on peut faire entendre. Oui. Et vous faites entendre par conséquent au-delà. Oui. Vous désignez ce qu'il y a dans le silence. Les régions que normalement on n'atteint pas. Et c'est tout à fait unique parce que quand on lit vos ouvrages, vos romans par exemple, ils sont tout à fait incarnés. Ils paraissent tout à fait simples. Ils ne prétendent pas être autre chose qu'une réalité, une sorte de réalisme qui est très magique, mais qui est précis, très très précis. Et en même temps, en palimpseste, on devine un autre monde qui est différent. Et on devine d'autres régions. Elles sont là. Et si vous voulez, ce sont peut-être les livres qui rapprochent le plus de la grâce. Mais ce sont on atteint les choses qui, d'ordinaire, sont inaccessibles.
des régions inaccessibles. Oui. Et par conséquent, où les mots font faillite, simplement. Oui. Le langage fait faillite. C'est très sensible chez vous devant. Il y a toujours l'histoire de la tour de Babel, vous comprenez, on n'en sortira jamais parce que c'est vrai. Il y a eu un effondrement du langage et ça n'a jamais été remplacé. Et nous sommes devant une faillite du langage. Le petit garçon qui parlait devant le mur parlait peut-être la langue originelle. C'est ça, exactement. C'est curieux. Mais voyez-vous, ça c'est une... Alors, on s'exprime comme on peut, seulement... Mon cas est un petit peu particulier parce que, je vais vous dire, quand j'étais à l'université, j'avais 19 ans, j'étais en Amérique, et notre professeur d'anglais nous a dit, écoutez, vous pouvez écrire ce que vous voulez, ce sera le devoir du mois. Si vous voulez écrire un poème, vous ferez un poème. Si vous voulez écrire un essai, ce sera un essai, ou alors une histoire, un conte, etc. Et quand on m'a dit ça, écrivez une histoire ou un conte, j'étais bouleversé parce que je me dis c'est exactement ce que je veux faire. Et alors, j'ai écrit ma première, ça a été publié dans la revue de l'université, mais c'était mon premier essai et je me suis rendu compte qu'il y avait en moi une façon d'être poussé en avant par quelque chose que je ne connaissais, que je ne comprenais pas. Autrement dit, j'écrivais sous une sorte de dictée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de difficultés pour s'exprimer, les difficultés étaient énormes pour trouver justement, pour essayer d'interpréter le message. Mais il y avait une force derrière moi qui me poussait à écrire. Et c'était exactement ce que j'ai retrouvé dans tous mes livres. Il ne faut pas confondre ça avec la facilité. C'est au contraire un problème ajouté à d'autres problèmes. Mais c'est cela. Mais alors, comment ça commence-t-il? On veut écrire un livre, je veux écrire un livre, mais qu'est-ce que ça veut dire écrire un livre? De quoi sera-t-il question? Eh bien, il arrive un moment où on voit quelque chose. Intérieurement, on a une sorte une image, ou un personnage qui est là et qui est tout prêt à fonctionner. Le mot n'est pas très joli, enfin, à agir, n'est-ce pas? Et ça m'est arrivé pour tous mes livres, et c'est comparable. Alors ici, je vais risquer un mot difficile parce que ce sera contesté, à une sorte d'hallucination. C'est intéressant l'hallucination parce que c'est très bien fait en général. C'est comme dans un cauchemar. Ce qui est remarquable dans la façon dont les cauchemars sont présentés, c'est que tout ce qui n'est pas absolument essentiel à l'image qu'on doit voir est supprimé. Il y a une image très nette et tout autour, il n'y a rien. Les choses que l'on voit d'ordinaire, les meubles habituels, le décor, tout ça disparaît pour se centrer sur une seule image. Et cette image est une grande force. Et si au lieu de l'appeler un cauchemar, nous appelons ça le début d'un roman, que c'est tout à fait à notre affaire en ce qui me concerne, parce qu'il y a du cauchemar dans mes romans. Mais ça se présente comme ça, avec la netteté d'un cauchemar. Par exemple, pour prendre un livre très noir, c'est Moira. Moira commence par un garçon qui est debout, tout droit, il ne bouge pas. Il a sa petite valise à ses pieds, et derrière lui, il y a une femme qui lit une lettre. Et la lettre est écrite par le père du garçon qui la lui a donnée, parce que c'est une sorte de présentation. Il cherche une chambre, alors elle lit la lettre. Et alors, de temps en temps, il déplace un peu la valise qu'il a à ses pieds, c'est tout. Il y a une immobilité en même temps, un léger mouvement. C'est un vrai petit cauchemar. On sait que ça finira très mal. Mais alors, ça, c'est le type de la chose qui m'a été donné plusieurs fois. Et alors, ça, c'est pour la première page. Qu'est-ce qui se passera sur la seconde? Je n'en ai aucune idée. Il faut que j'attende. Et page à page, la chose se fait. C'est un phénomène... Ça n'a pas l'air vrai.
Ça n'a pas l'air vrai, mais c'est strictement ce qui se passe. C'est comme ça, c'est une chose qui est donnée, et cette force agit si on est obéissant, si on regarde bien, n'est-ce pas, si on écoute, etc. Et si on est patient aussi, parce que vous attendez, je suppose. Il faut une grande patience. Quand j'ai écrit Adrien Mesura, eh bien, j'ai appris à la fin, à la dernière page, qu'elle était devenue folle. Je n'en avais pas la moindre idée, ça a été une surprise. Alors, pourquoi est-ce que ça m'a été donné? Vous savez, c'est un don qui est beaucoup plus fréquent qu'on ne croit. Parce que Kafka a eu le même don, comme vous savez. Mais il s'en méfiait parce qu'il s'imaginait qu'il communiquait avec ce qu'il y avait de plus mauvais en lui. Il s'en méfiait. Mais il y a eu tout de même, l'hallucination était là et elle a travaillé. Alors, je ne peux pas me comparer au grand, il ne s'agit pas de ça. Seulement, elle est très visible chez des gens comme Balzac. Balzac avait des hallucinations merveilleuses. Alors, il voyait la précision, tout ça. Et aussi tous les autres romanciers si ce sont de vrais romanciers, ils n'ont pas besoin d'être de grands romanciers comme Balzac. Ils peuvent être du nombre, comme moi, par exemple, qui suis romancier parmi d'autres. Mais je crois que si un homme n'a pas ce don plus ou moins avoué, il vaut mieux qu'il écrive, je ne sais pas, des livres de philosophie. Mais c'est très important, en effet, cette question de l'hallucination. Et en même temps, vous happez l'hallucination. Vous voyez avec précision ce qu'elle a de d'ailleurs très précis. Oui, exactement. Et ça atteint une évidence. Et c'est une des choses, je suppose, qui est tellement mystérieuse dans votre œuvre. C'est que ça paraît évident, précis, exact. Et c'est ailleurs, autre chose. Mais voilà. Qu'on ne veut pas accepter. Exactement. Il doit y avoir des ouvrages sur ce sujet. Oui. Naturellement. Je voulais vous dire quelque chose. Freud. On m'avait, au début de la guerre tout à fait au début de la dernière guerre, on m'avait offert l'occasion de rencontrer Freud qui était à Londres. Oui. Et j'ai beaucoup hésité. Finalement, j'ai dit que je ne voulais pas. Parce que j'ai pensé, si je vois Freud, il va simplement démolir quelque chose. Il va essayer de démolir ce qui est un don, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'il touche à une chose comme ça. Alors, je ne suis pas allé là-bas. Il m'aurait dit des choses tellement importantes. Et j'aimais beaucoup le personnage de Freud. Mais on lui a envoyé quelqu'un à la place. Et vous savez qui? Qui? Eh bien, c'est Dali. Alors, Dali a fallu rendre Freud complètement fou, parce que Dali parlait intarissablement de toutes sortes de choses merveilleuses qui étaient tout à fait le domaine de Freud, et en même temps, ça a très bien marché. Mais je suis nul en psychologie de Freud. Dans ce domaine-là, je ne sais pas grand-chose. Et c'est peut-être un moyen de me défendre. Relativement à l'œuvre de Freud, c'est très important. Oui. Adrien Mesura, Léviathan, toute votre œuvre. Les Américains disaient que Adrien Mesura, c'est l'histoire d'une femme qui elle tue son père accidentellement, exprès. C'est très joli. Et c'était vrai. Vous avez très bien vu, vous comprenez. C'est très... Et alors, oui. Eh bien, enfin voilà, mais c'est pour vous dire que ce don m'a été donné, mais je crois qu'il est beaucoup plus répandu qu'on le dit. Je ne sais pas, si on veut mettre du mérite dans cette histoire, je ne vois pas en quoi ça diminue mon mérite, parce que ça rend la chose diablement compliquée quand il s'agit d'obéir à quelque chose, une inspiration qui vient on ne sait d'où. C'est très difficile. C'est très difficile. Et ce qui est exceptionnel et unique, c'est à la fois d'avoir tenu compte de ce côté hallucinatoire, de ce côté visionnaire, de ce côté écoute, mais en même temps de l'avoir laissé s'incarner dans des livres, des romans, où
où cela reste à la fois intact Oui. et où il y a aussi la vie telle qu'elle. Et les deux ensemble, je crois que c'est tout à fait unique. Mais oui, alors il y a des cas où ça ne peut pas donner grand-chose. Par exemple, dans les romans que j'ai écrits sur la guerre de sécession, parce que l'histoire est là, elle dit halte là, parce il ne s'agit plus d'inventer et d'avoir des dons d'interprétation. Il y avait ceci et cela qui s'est passé, et puis, avec des dates et enfin tout. Alors là, c'est beaucoup plus difficile. On y arrive, mais c'est très difficile. Enfin, j'ai fait de mon mieux. Voilà ce que je peux dire. J'ai fait de mon mieux. Quelle est la relation, par exemple, de cette œuvre, de cette manière d'œuvrer, et du salut, ou de la grâce, ou de la foi même? Mais seulement, il y a eu dans ma vie une vocation contrariée au début. Quand j'ai dit à mon père que je voulais devenir catholique, il m'a envoyé à un jésuite. Là commençaient les complications, parce que ces jésuites, c'était un très saint homme. Il avait des visions, c'était étonnant. Mais il m'avait dirigé vers un couvent de bénédictins. L'île de White, vous savez, oui. Là enfin, Keats connaissait bien l'île de White. Eh bien, il y a un couvent, et ce père jésuite m'avait dirigé là de toutes ses forces. Et je me suis laissé influencer pendant longtemps. J'ai vécu avec cette idée que j'allais devenir bénédictin dans l'île de White. Et ça a duré au moins 2 ou 3 ans. Et un jour, j'étais en Allemagne, je me souviens, avec l'armée d'occupation, et j'ai vu de très beaux arbres. Et je me suis dit à ce moment-là, c'est pas possible, je ne peux pas aller m'enfermer dans un endroit où je ne verrai pas tous les arbres que j'ai envie de voir. Mais j'aime beaucoup les arbres. Et j'ai été obligé de dire à ce jésuite que je ne voulais pas devenir bénédictin. Ça a été un drame pour lui. Et pour moi, ça a été une secousse étonnante, n'est-ce pas? Mais j'ai eu derrière moi toute ma vie cette vocation manquée. Et vous savez, une vocation manquée, ça peut avoir autant de force qu'une vraie vocation jusqu'à un certain point. C'est une sorte de fantôme qui suit une réalité, oui. C'est pas vrai? Et alors, j'ai eu ça derrière moi, je me souviens. Et alors, je me demande si ce don d'écriture, je me demande si c'est pas une chose de remplacement. Il est certain que dans vos romans, vous n'expliquez pas et vous ne justifiez rien. Il n'y a rien à justifier, il n'y a rien à expliquer. On entre dans un état rare que l'on connaît, que l'on ignore et qui bouleverse et qui est poignant. Vous avez un sens de la douleur, par exemple, qui est insoutenable. Ce qui m'a frappé, par exemple, c'est que vous écrivez à la fois « L'univers est heureux en moi » et vous écrivez « À certains jours, je pourrais crier d'horreur. Que serait-ce s'ils entendaient non l'écho mais la voix ?» Et puis aussi, à quel degré de violence, vous remarquez à quel degré de violence peut atteindre le seul plaisir d'exister. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un bonheur et un sens du malheur, de la douleur extrême, de la détresse et du crime aussi. Oui, je sais bien. Oui, en effet, c'est vrai. Enfin, tout ce qu'il y a d'inexplicable pourquoi suis-je là? Qu'est-ce que ça veut dire? Justement, il n'y a pas de réponse dans vos romans. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de jugement. Non. Vous dites qu'aucun de vos personnages ne peuvent être des réprouvés, selon vous. Et pourtant, ils sont souvent criminels. En effet, c'est vrai, c'est pas ça. Ce qui me frappe toujours, c'est comme vous parvenez aux limites, et au-delà des limites, et au-delà de la limite des limites, et vous entraînez là, et avec des moyens tellement simples que l'énigme se renforce et que... oui, mais vous savez, ce que vous dites là d'une façon particulière, c'est vrai d'une façon générale de tout le monde. Vous ne croyez pas? Non. Pardonnez-moi, mais je ne crois pas. Je crois que peut-être que tout le monde est accessible. Chaque être humain est seul d'une certaine façon,
Et chaque être humain est un mystère. Oui, et vous avez d'ailleurs dit aussi que chaque être humain est l'humanité tout entière. Oui. Ça, je crois aussi. Alors, mais vous le faites éprouver quand oui. vous écrivez. Ah oui. Oh, mais là, il y a l'importance de la douleur dans la vie humaine et les éclaircissements que ça peut donner. Je sais, pour avoir lu vos journaux et l'autobiographie, à quel point vous aimez la musique. La musique, elle fait dire tout ce que les mots ne peuvent pas dire. Ça, c'est le principal. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les mots ne peuvent pas exprimer. C'est au-delà du sentiment, au-delà de l'expression humaine. Oui. Des choses qui sont très profondément ressenties. Je prends l'exemple de Schumann. Eh bien, ça, nous tombons tout de suite dans le personnel. Oui, eh bien, bon, bravo, ben, voilà. Bravo. Il y a j'ai entendu beaucoup de musique dans ma vie et Schumann a énormément compté pour moi. Et je me souviens, j'ai entendu quelquefois il suffisait d'un accord ou deux pour vraiment rendre très triste, parce que c'est ce qu'on appelle les chères voix qui se sont tues. Elles reviennent, on les entend tellement bien, elles sont présentes. Mais ça, c'est une question de tempérament et d'éducation, je crois. Mais c'est vrai pour beaucoup de monde. Toute la musique n'est pas tout entière là-dedans. Mais ça compte beaucoup, ça. Pour moi, ça compte énormément. Quand on a beaucoup vécu, quand on a vécu longtemps comme moi, les souvenirs se précipitent dans la mémoire. Et c'est quelquefois difficile à supporter. Mais la musique dit tout. C'est vrai, et elle est difficile à supporter, en effet, quelquefois, parce qu'il semble qu'il n'y a pas de paroi entre les morts et soi. Quand on entend de la musique, il semble que c'est la langue ou le langage qu'il y a en commun. Exactement ça. Alors, il y a des présences subites qui sont à la fois très consonantes, je cherche le mot, ou réconfortantes, mais en même temps, il y a l'impossibilité de rejoindre ce qu'on a aimé. Pour moi, c'est très fort, ça. Schumann, quelquefois, pas toujours, parce que il y a chez Schumann un grand batailleur, n'est-ce pas? Mais il a des moments d'attendrissement qui sont quelquefois terribles à supporter pour les personnes sentimentales. Voilà ce que je voulais dire. Je crois que vous avez dit que votre mère vous a donné ce sens de l'invisible. Est-ce vrai ou je me trompe? She couldn't carry a tune. Elle n'était pas musicienne, ma mère, mais elle avait le sens de l'invisible. Oui. Et elle me l'a communiqué. Moi, je l'avais, je pense, en naissant. C'est une chose qui vous est donnée quand on est. Et il y avait tout un monde qui se construisait par la musique autour de moi. Vous savez, c'est curieux, quand on parle de ces choses, je ne dirais pas qu'on tombe dans l'indiscrétion, mais l'indiscrétion est là, bien sûr. L'indiscrétion qui est intéressante. Oui, je pense aussi, vous avez raison. Parce que pour la musique et pour les gens qui aiment la musique, c'est un terrain commun, ça, c'est très étendu. Et est-ce qu'il y a des musiciens particulièrement aptes à toute la musique, peut-être? Il y a des passages de Mozart qui sont très attendrissants, n'est-ce pas? Le sujet est énorme, vous savez. Et de cette présence des absences. J'ai revu ma mère une fois, dans des circonstances très étranges. Parce que, je peux vous la raconter parce que elle est intéressante. C'était longtemps après sa disparition? Elle n'était jamais revenue, elle est revenue une fois, qui était une fois très importante, parce que elle est morte 2 jours après Noël de 1914. Oui. Et rapidement, elle a eu un coup à la tête, elle est morte presque subitement. Et nous habitions autrefois au Vésiné, près de Paris. Et mon père a décidé qu'elle serait enterrée dans le cimetière du Vésiné, le cimetière protestant, parce que nous étions protestants à cette époque. Et tout a été fait comme il fallait. Et puis la guerre a continué. Et j'ai arrivé ceci, c'est que le terrain du cimetière du Vésiné a été... comment dire,
étendu ou dérangé d'une façon ou l'autre. Et il s'est passé ceci, on a sorti les restes de ma mère pour la mettre ailleurs. C'est là que les difficultés ont commencé, parce que mon père était loin à cette époque. Il voyageait en Hollande pendant la guerre de 14. Mais finalement, nous avons perdu la trace de ma mère. Nous ne savions plus où elle était. Elle était dérangée. C'était une époque épouvantable. Alors, à force de faire des recherches, on a retrouvé le corps de ma mère. La personne que vous connaissez s'est dit, eh bien, ça va être une grande surprise pour Lunia, parce que c'est une chose qui l'a beaucoup tourmenté. Mais je vais voir, peut-être que tout à l'heure je lui dirai. Et il est arrivé, mettons vers 11h du matin, et moi j'avais déjà eu une expérience très curieuse, c'est que j'avais vu ma mère à ce moment-là. Et ma mère est venue, elle était habillée comme on s'habillait à cette époque, avec un sac à main et tout, comme pour aller faire une visite en ville. Et elle s'est tenue près de moi, elle avait l'air très heureuse, elle ne disait rien. Mais elle m'annonçait une bonne nouvelle. Et alors, cet ami est venu 1 heure plus tard, il m'a dit, j'ai quelque chose à t'annoncer. Et j'ai dit, oui, je sais. C'était ma mère qui était contente. Alors, on avait retrouvé tout ce qu'il fallait et les restes ont été transportés avec ceux du reste de la famille au Père-Lachaise. Vous savez, cette histoire est tellement effrayante. C'est une étrange histoire. Une étrange histoire. Dans vos livres, il y a un sens de l'absence, l'absence-présence très grande et toute la possibilité, il y a tout l'espace et toute la dilatation de l'espace qui permet l'irruption de l'idée d'un fantôme. Seulement ça, c'est une chose, je dirais plutôt nordique, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si la France a eu ses fantômes aussi, mais ils ne sont pas aussi nombreux. Je ne sais pas, il me semble que non. Non, je crois que les Français se veulent plus sceptiques et plus, ils sont plus ce qu'on appelle cartésiens. Ils sont plus raisonnables. Mais dans la littérature française, il n'y en a pas beaucoup, vous savez. Non, mais je mérimais quelques autres, mais pas tellement. Et c'est très important. En fait, bon, ce ne sont pas des fantômes dans vos livres souvent, mais ce sont des possibilités, des virtualités. C'est ça, oui, justement. D'entrer en rapport. Oui. C'est même une expression des gens qui s'occupent de ça, être en rapport. C'est très beau. Oui, c'est une expression courante. Mais cela donne d'ailleurs je parle toujours de vos livres, cela donne à la présence des gens, la présence tout à fait habituelle et tangible, ça leur donne une force encore plus grande et une présence encore plus charnelle et plus immédiate. Oui. Souvent, ça me fait penser à... Vous savez, Van Gogh disait qu'il aurait voulu que ses portraits soient des apparitions. Et je trouve que vos personnages sont souvent des apparitions et qui ne disparaissent pas du tout. Non, qui vous restent permanente. C'est ça, oui. Je connais ça aussi. On retrouve ça quelquefois chez Maupassant. C'est vrai, mais plus voulu. Plus il décide. Ah oui, voilà, évidemment. J'ai écouté de la musique pendant toute ma vie, vous savez. Et ma préférence va aux musiciens romantiques, n'est-ce pas? Mais ça part d'assez loin avec Beethoven, et même avant Beethoven, jusqu'à Brahms, naturellement. Oui. Brahms et Schubert et Schumann, bien sûr, ce sont les grands. Et puis les autres qui sont très nombreux. Quand je lis vos journaux, en effet, vous racontez très souvent que vous écoutez... Pas assez souvent, parce que je me demande s'il y a un écho chez le lecteur. Oui. Est-ce que ça correspond à quelque chose? Quelquefois, oui. Ah, moi, je sais qu'en lisant vos journaux, très souvent, je meurs d'envie d'écouter ce que vous venez d'écouter dans votre journal, et ça me fait écouter beaucoup de musique. Vous savez, parler de musique, c'est très difficile. Comment on peut faire allusion? Voilà.
Mais l'évocation, c'est très important, et c'est ce qui conduit au partage de ce goût. Non, bien sûr, parce que c'est la puissance d'évocation de la musique, c'est extraordinaire. Quelquefois, on se dit ça devrait être interdit parce que c'est trop terrible. Et ça fait revenir tout un monde disparu. Et alors, c'est à la fois merveilleux et ça peut être très douloureusement merveilleux, si je veux dire. C'est vrai. Par moments, c'est insupportable. Il y a des périodes. Mais on ne s'en passe pas. C'est comme. Je ne dirais pas que c'est une drogue, c'est aucun rapport. Mais ça a quelque chose d'impérieux comme une habitude qui est là pour toujours. Oui, c'est une soif. Oui, et ça influe certainement sur les romanciers, plutôt d'inspiration anglaise, enfin plus ou moins, parce que moi je ne sais pas où on me classe, parce que j'ai écrit des romans français, et puis des romans anglais ou américains. Mais la puissance est là, vous savez. Et le désir, quand on entend une musique qui est très prenante, et qui est non seulement ensorcelante, mais créatrice d'invisible, les mots ne sont pas là pour exprimer ce que je veux dire. Enfin, ça encourage à écrire, à reproduire à la manière de l'écrivain un petit peu ce qu'il a entendu. Non pas dans le même sens, mais vous savez, ce que je veux dire est trop compliqué. Non, vous le dites très bien, je crois que vous l'avez dit. C'est trop compliqué parce que les mots ne sont pas là, ils n'existent pas. La musique est là pour les mots qui n'existent pas, pour exprimer ce que l'on veut dire. Oui, c'est ce qui définit en partie la musique, en fait. Là, ça touche évidemment de très près la mystique. Alors, le sentiment religieux est atteint, si je puis dire, immédiatement par certains airs. Dans la musique catholique, évidemment, il y a des hymnes qui sont de tout premier ordre. Dans la musique protestante, la musique est extrêmement puissante, les cantiques protestants. Enfin, ça, c'est un autre domaine. Et le grégorien? Vous savez, l'Église actuelle est privée de grégorien. L'Église traverse une crise, mais l'Église n'a jamais fait autre chose que traverser des crises. Depuis qu'elle est sur Terre, elle bataille contre quelque chose. Et alors, la disparition du grégorien dans l'Église moderne, pour moi, je ne dirais pas que c'est un désastre, mais ça côtoie quelque chose de grave, parce qu'il y a tout un sentiment du mystère qui n'est plus exprimé, parce que ce n'est pas le même langage. On chante en français. Le français n'a pas la valeur évocatrice qu'a le latin. C'est autre chose. Et il y a des catholiques qui en souffrent beaucoup. Alors, les langues étrangères. Que voulez-vous qu'un catholique français qui va à la messe, ça m'est arrivé ça, qui va à la messe au Danemark. Alors, il y a des toutes petites églises catholiques au Danemark, mais il entend des paroles qu'il n'a jamais entendues, c'est pas le danois. Il y a un élément qui est supprimé. Si on supprime une langue universelle, comme le latin, on change l'atmosphère de tout un ensemble très important. Vous n'avez jamais eu ce désir d'être musicien, alors que vous avez eu, vous nous disiez, le désir d'être peintre. Il y a une musique qui m'est très chère, avec Schumann bien sûr, c'est Brahms. Pour moi, dans la musique de Brahms, il y a des forêts. C'est un homme qui aimait beaucoup les bois et les forêts. Ça se sent dans sa musique. Oui. L'amour de la forêt, la nostalgie des forêts lorsqu'il n'y est pas. Et il y avait aussi chez l'homme un certain détachement du succès. Il restait toujours lui-même, un petit peu à l'écart et en même temps extraordinairement présent. Et on avait vraiment l'impression d'un homme qui se promenait dans les forêts, dans les bois, auprès des bois. On l'a très souvent, cela. Mais il y a la hauteur de l'individu, la hauteur de l'homme. Il est un petit peu au-dessus de la plupart des gens. Mais absolument sans le vouloir, sans sûrement le faire sentir, mais il est là tout de même, c'est quelqu'un d'unique. Pour moi, il est unique.
Il y a un livre qui s'appelle Aimez-vous Brahms. Ça n'a pas le rapport. Non. Bon, enfin, la réponse est oui. Et puis là, Schubert a un effet extraordinaire sur moi parce que Schubert, c'était comme le petit garçon qui est poursuivi par l'idée de la mort. Il y a de grands morceaux de Schubert qu'on écoute quelquefois avec une sorte d'effroi parce que c'est tellement sensible. C'est comme un enfant qui a peur et qui a peur de la mort. Alors la musique, alors, elle devient sublime. Elle est terrible à entendre, mais elle est sinistre et très belle. Mais elle est ce qu'elle est. Et puis, alors, elle est tellement imbue de cette idée que quand il aborde un terme joyeux dans le même morceau, c'est aussi terrible. Parce que la présence est toujours là. Enfin, et puis l'homme était merveilleux. Sa musique ensorcelait ses amis. Il y avait des soirées qu'on appelait les Schubertiades. Les amis se réunissaient en foule pour entendre Schubert jouer lui-même du piano ou alors entendre la musique de Schubert. Je vous en parle, vous savez. Et je vous en parle pas du tout comme un spécialiste, parce que je ne suis pas spécialiste de ces choses, mais j'ai recueilli certaines idées et elles me sont très chères. Pour Schubert, c'est très important. C'est très important, oui. C'est la musique de chambre et la musique de piano. La musique d'orchestre aussi. Et puis les autres, évidemment, je les aime tous. J'aime tous les grands. Oui, Beethoven, évidemment. Les quatuors? Oh oui, certainement. Et puis certainement, oui. Les quatuors, ils sont tous magnifiques. Et les sonates, enfin. Le numéro 111 est particulièrement grand et magnifique. Et l'abondance et la richesse chez lui empêche d'en parler. La première fois que j'ai entendu la troisième symphonie, massacrée, au Trocadéro à Paris, mais c'était la première fois que j'entendais du Beethoven. Alors, j'avais eu une jeunesse extraordinairement religieuse et tournée tout entière vers la religion. Et j'ai entendu cette symphonie horriblement massacrée. Mais enfin, il jouait comme il pouvait, parce que c'était juste avant la fin de la guerre. Et on rassemblait les exécuteurs qui n'avaient pas été mobilisés. Les grands étaient ailleurs. Ça m'a fait une impression prodigieuse. Je me suis dit, mais il y a donc un monde qui n'est pas particulièrement religieux et qui s'ouvre sur des choses merveilleuses. Ça a été une transformation de ma vie, une ouverture vers un monde autre que le monde de méditation religieuse. Ça, c'est très important. Oui, pour moi, c'était une grande date dans ma vie. Oui, j'imagine. Ah oui. Mais au Trocadéro, c'était... le Trocadéro, c'était là où est la place du Trocadéro. Oui. Et il y a eu 2 grandes tours. C'était une horrible chose mauresque, qui voulait être mauresque, n'est-ce pas? Mais il y avait cet inconvénient, c'est que la salle du Trocadéro avait un écho. Alors, au lieu d'entendre une symphonie, on entendait la symphonie et le fantôme de l'autre. C'était très embêtant. Mais rien ne pouvait garder pour moi ce souvenir étonnant. J'étais émerveillé. Et la grande influence, c'est Bach, évidemment. Ça, c'est la richesse inépuisable du sentiment religieux. Alors là, on retombe dans le sentiment religieux pur, au-delà des distinctions entre religion chrétienne. Enfin, c'est la voix de la Bible, c'est de l'Ancien et du Nouveau Testament qui parle. C'est la présence même. Oui, enfin, c'est indiscutable. Commencer à parler de Bach, c'est très difficile. Et vous savez, à l'heure actuelle, Bach est joué d'une façon extraordinairement intéressante, telle qu'il ne l'a jamais entendu peut-être. Moi, je ne sais pas, parce que là, je vais peut-être dire des bêtises. Mais autrefois, il y avait des voix de femmes dans les cantates, n'est-ce pas? Et maintenant, elles sont remplacées par des voix d'enfants, ce qui est beaucoup plus dans l'esprit du compositeur. Alors, il y a des enfants, quelquefois de 13, 14, 15 ans, qui chantent.
Vous avez déjà entendu peut-être? Oui, Arnoncourt fait ça, par exemple. Oui, c'est ça. Oui. Alors, ce sont des voix merveilleuses, parce que ce sont des voix, mettons, d'anges, mais ce sont des anges qui n'ont pas peur de se faire entendre. Ce sont des voix, comment dire, inspirées et impérieuses. Oui. Ils n'ont peur de rien du tout. Oui. Et c'est très émouvant de les entendre. Pour les psaumes, enfin pour toutes les musiques, mais les psaumes en particulier, c'est très beau. C'est vrai qu'on entend autre chose en plus. Oui, on entend un autre monde qui doit, au-delà de nos distinctions. Et on a l'impression que c'est vraiment Dieu le Père qui est derrière tout ça. Dans la musique, il y a une force contraignante. Elle a le pouvoir de changer une vie. Je viens d'en parler un petit peu à propos de Beethoven. Mais elle a le pouvoir de changer une vie, de la diriger dans une telle ou telle direction. Que feraient les religions sans la musique? Je ne sais pas. Leur force dépend naturellement de l'inspiration, mais aussi du pouvoir de la musique. Il y a des airs de Bach qui vous suivent tout le long d'une vie, vous savez. Une autre influence dans ma vie qui a été énorme, c'est l'influence de la peinture. Et je pense à quelqu'un en particulier. Il y a des peintures qui ont beaucoup compté pour moi. Quand j'étais enfant, vous savez, ce que l'enfance reçoit, c'est souvent la grande richesse de la vie. Alors, elle reçoit ça, une masse de choses énormes qui dirige, n'est-ce pas? Quand nous habitions rue de Passy, je me souviens, il y a longtemps cela, j'allais passer quelquefois chez ma sœur Éléonore. Ma sœur Éléonore était extrêmement belle et elle m'aimait beaucoup. Elle me laissait m'asseoir dans la chambre et je la regardais en train de se peigner. Elle avait une chevelure rousse extraordinaire. Elle était très irlandaise. Parce que dans la famille, il y avait les Irlandais et les Anglais. Moi, j'avais reçu le sang écossais. Et j'avais une sœur qui s'appelait Rita, qui aussi était écossaise. Et ma sœur Lucie, qui était malheureuse, était irlandaise. Oui. C'est curieux comme le sang s'était répandu. Bon. Alors, dans la chambre de ma sœur Eleonore, il y avait une peinture par un homme du 19e siècle, tout à fait vers la fin, qui s'appelait Balestrieri. Et le tableau s'appelait Beethoven. Et ça représentait des gens dans un studio d'artistes, tout à fait le soir, avec une lumière allumée. Et il y avait d'un côté sur un canapé, il y avait un homme et une femme qui écoutaient. L'homme écoutait la tête dans les mains comme ça. Et un autre s'était assis sur le canapé, les bras autour des genoux. Il avait l'air très très sérieux. Et puis alors, sur le mur qui était de l'autre côté, il y avait un pianiste. Un pianiste, et derrière le pianiste, il y avait un grand vieux monsieur qui jouait du violon. Et ça s'appelait Beethoven. Et alors, ma sœur Éléonore m'expliquait que cet homme jouait quelque chose par un musicien qui s'appelait Beethoven, et une musique très profonde et très triste. Oh, ça m'intéressait tellement. Je disais, mais est-ce qu'on ne peut pas entendre ça? Elle a dit, plus tard, tu entendras peut-être. Mais c'était un premier appel de la musique qui était très fort chez moi. Et pendant des années, j'ai gardé ce petit tableau, enfin une photographie du petit tableau, qui me rappelait beaucoup de choses. C'était Balestrieri, Beethoven, la musique. Ma mère m'emmenait quelquefois, elle aimait la musique, c'était pas tout à fait son fort. Elle le connaissait moins, elle ne pouvait pas chanter convenablement un air, même très connu. Mais elle me menait dans les musées pour voir un petit peu d'art, n'est-ce pas? Oui. Il y avait un musée qui n'existe, je ne sais pas s'il existe encore, c'est le musée du Luxembourg. Il y avait une chose qui m'a beaucoup frappé, c'était une chose qui s'appelait, ça a beaucoup frappé ma mère, c'était une religieuse en marbre. Une religieuse en marbre, en train de réfléchir, la tête basse, et ça s'appelait Loin du monde. On me rappelle absolument tout ce que disait ma mère sur certaines choses de ce genre. Ma mère regardait et disait, oh, comme c'est triste, loin du monde. C'est une religieuse qui s'était retirée du monde. Et puis alors, un peu plus loin, il y avait une peinture qui s'appelait Les porteurs de mauvaises nouvelles.
je me rappelle très bien ce que ma mère a dit, et je me souviens très bien ce qui s'est passé en moi. Là, je m'arrête un instant parce que je crois que nous avons parlé un jour de l'histoire du couteau. Le couteau à pain. Non. J'étais dans mon lit tout seul et je me touchais moi-même, oui. comme font les enfants. Et ma sœur Mary, qui était très curieuse, elle est venue voir ce que je faisais. Et alors, elle m'a regardé et elle est allée voir ma mère tout de suite. Elle lui a dit, il faut surveiller le petit parce que il fait des choses qu'il ne devrait pas faire. Un garçon de 2 ou 3 ans. Oui. C'était la mentalité de ma sœur Mary. Ma mère est revenue avec un grand couteau à pain. Même le manche était en métal. Et c'était un petit peu comme la forme d'une scie. Vous savez, une scie qui aurait été arrondie. Et ma mère était accompagnée justement de Mary, la curieuse, qui apportait une bougie pour éclairer la scène, pour que ma mère voie bien ce qui se passait. C'est effrayant. C'est effrayant. Ça aurait été pas vrai. Ça pourrait être difficilement pire, d'ailleurs. C'est fou. Elle était désastreuse, cette histoire. Et alors, ma mère a regardé, horrifiée. Elle a dit, ma mère se penche au-dessus de moi. Elle me dit, I'll cut it off. Je vais la couper. Moi, je regardais ma mère, j'aimais tellement ma mère, je l'ai regardée en souriant, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut dire avec son couteau. Elle ne va pas me toucher, elle m'aime beaucoup, bien sûr. Mais la cuisinière, qui était encore à la cuisine à ce moment-là, et c'était vers 7 ou 8 heures du soir, a entendu. Dans vos journaux intimes, Julien Green, vous dites « Ici, je me cache très visiblement ». L'endroit où l'on se cache le plus visiblement, où l'on se révèle le plus, c'est peut-être les romans. Ce sont les vrais aveux. Mais ce qui m'a frappé aussi, et que je trouve assez poignant, c'est quand vous racontez que votre père, quand apparut votre deuxième roman, Adrienne Mesura, a dit « Le père Mesura, c'est moi ». Oui. Je trouve ça très touchant et presque pathétique parce que le père Mesura, monsieur Mesura... Justement, c'était pas vrai. Et c'était pas vrai. Ah bah non, c'était pas vrai. Mais non, le père Mesura, c'était quelqu'un d'autre. C'était un ami. Là, vous touchez un sujet très difficile. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup et nous partagions le même appartement et il fallait que je cache le rasoir que j'avais pour ne pas lui trancher la gorge la nuit. Il ne faut pas parler de ça, c'est tellement fou, vous comprenez. Je me disais, je pourrais peut-être avoir la tentation de lui couper la gorge, parce qu'il m'empêchait d'avoir la vie que je voulais avoir. Oui. Et je me disais, ce serait terrible si instinctivement je lui tranchais la gorge. C'est de la folie. C'est une sorte de vertige que l'on peut avoir. Je n'en ai pas parlé. Oui, en fait, cela ressemble beaucoup à Adrienne Mesura, c'est ça. À Adrienne Mesura. Oui. Votre père n'avait pas tellement tort que ça. Oui. Mais dans les autres romans, en effet, ce qui frappe, c'est leur façon de créer d'autres réalités, de dilater la réalité, en fait. Oui. Vous en savez quelque chose. Ce que vous écrivez, il y a une sorte d'effervescence dans l'inspiration, quelquefois. Mais vous êtes très difficile à analyser, vous comprenez. Oui, il faut vous connaître, mais tout ce que vous dites, c'est si intéressant que ça échappe à ce que nous lisons d'ordinaire et à ce qui se pense d'ordinaire. Parce que vous faites des mots, vous les prenez comme vous voulez, et vous avez votre façon à vous de manier le vocabulaire. Et elle est extraordinaire. Je suis très obéissant alors quand il s'agit d'élever le vocabulaire. Vous, pas du tout. Vous lire a toujours tellement compté pour moi. Ça a été
la lecture la plus mystérieuse que j'ai jamais faite. Oui. Je n'arrive pas encore à comprendre comment vous faites, mais surtout comment, dans des textes, des romans si mystérieux et en même temps si simples, comment dans cette simplicité il y a une telle énigme. Et on ne peut pas la résoudre. On peut simplement obéir, comme vous dites. Je ne sais pas si vous obéissez aux mots, mais on obéit à cette lecture et on entre dans des régions à la fois très simples, très matérielles, très incarnées, et en même temps, on est ici et ailleurs à la fois. Ici devient ailleurs. Et c'est très simple. On a l'impression que vous ne changez rien. Un déplacement. Mais seulement... Il y a ceci, c'est que ce que l'on veut dire vraiment échappera toujours aux mots parce que le vocabulaire est imparfait, trop simple. Les mots ne suffisent pas pour exprimer ce que nous pensons. Il en faut trop d'abord et on n'y arrive pas. Il y a eu quelque chose qui est arrivé à Babel, c'est le grand phénomène de l'histoire humaine, c'est ça. Je me demande si d'ailleurs le langage n'existe pas plutôt pour empêcher que soient dites certaines choses, ou plutôt pour... ils sont fonctionnels, ils nous obligent à aller dans certaines directions, avec certains buts, et je pense que pour écrire et pour penser, il faut aller à l'encontre de... Le langage est une surveillance perpétuelle, parce qu'il y a des règles, et on ne peut pas y échapper. Alors la vraie liberté, c'est la musique. Vous écrivez aussi que les livres font ceci... Il propage le silence. Oh, oui. Vous savez, c'est constant dans la Bible, évidemment. La Bible, évidemment. Seulement, il y a aussi des écrivains qui ont pu faire cela dans le domaine de la poésie. Ou alors des gens comme Pascal savaient très bien faire ce genre de choses. Oui. Mais c'est extrêmement rare. Mais les écrivains qui peuvent se servir des mots pour propager le silence, pour que le livre continue ininterrompu, mais dans le silence. C'est la grande réussite vis-à-vis de soi-même. Enfin, je veux dire, pour le public, c'est différent. Le public ne sait pas lire. Le public ne sait pas lire, d'une façon générale. La poésie anglaise en français, c'est presque toujours un désastre, parce que le français n'est pas une langue poétique. C'était une langue merveilleuse sous la Renaissance avec Rabelais, par exemple. Il y avait une surabondance des mots. Et puis, Pascal est arrivé, il a mis le bon ordre partout. Il a appauvri la langue d'une façon prodigieuse. Et en l'appauvrissant, il l'a rendue beaucoup plus précise. Et avec cette langue simple, à laquelle, comme vous le disiez tout à l'heure, vous obéissez, vous arrivez justement à faire entendre le silence, c'est-à-dire, selon moi, à amener le texte jusqu'au point où on entend ce qui est au-delà du silence. Ben voilà. Il y a beaucoup de rumeurs dans le silence, beaucoup de non-dits. Énormément, il y a tout un monde. C'est très difficile de faire sentir tout cela. En anglais, il y a ces choses merveilleuses, il y a un élément barbare, un élément sauvage, je veux dire, le saxon, n'est-ce pas? Alors, tout ça, Dr. Johnson a essayé de latiniser tout ça, mais c'est difficile parce que l'anglais est à la fois extraordinairement latinisé et en même temps extraordinairement barbare. Les mots barbares en anglais, ou d'origine barbare, peut-être les plus beaux. Ils ont la couleur, ils ont le son, ils ont l'élément imitatif et tout ça. C'est merveilleux, moi j'aime beaucoup cela en anglais. J'aime beaucoup la langue anglaise, et vous aussi, je crois. Oh oui, beaucoup. Énormément. Beaucoup. J'ai parfois l'impression d'exister entre ces deux langues, mais vous, évidemment. Vous avez choisi une langue et vous pensez dans l'autre aussi. Oui, j'ai choisi. Les langues m'intéressent beaucoup, parce que ce sont des façons d'être. J'aime beaucoup les grammaires. Ah, vous avez raison. C'est bon. Je vais en Italie, je me jette sur une grammaire, j'apprends la langue italienne. Ah oui. Vous parlez l'italien? Oh, je le prononce très bien. Les Italiens sont stupéfiants à le prononcer parce qu'ils vous entendez, ils parlent comme les Italiens. Le vocabulaire est un petit peu court, alors ça ne doit jamais être très loin. Mais il y a une sorte d'illusion. Pour l'allemand, c'est la même chose.
Et pourtant, vous avez choisi d'écrire en français. Non, j'ai été choisi. C'est-à-dire que j'ai été élevé par des Français et j'ai respiré l'air français jusqu'en 1916 ou 17. Et même, je peux dire, jusqu'en 19. Ça a formé quelqu'un en moi qui aurait pu s'exprimer en anglais. Je me demande si ça n'est pas le souffle, justement, d'une autre langue dans le français, le souffle de l'anglais, ce souffle barbare qui emporte votre écriture. Oh, je crois que c'est vrai. Cette langue-là, en général, elle est reçue et utilisée par les poètes, en général. Quand ils sont vraiment, vraiment doués, ils attrapent très bien le son et tout ce qu'il faut pour s'exprimer. Mais j'aime énormément le français. J'ai été fidèle au français. Mais oui, et vous avez entraîné le français très loin, la langue. Parce que c'est une langue que j'ai écrite avec amour. J'aime le français. Je suis amoureux d'un certain français, mais ce n'est pas... Enfin voilà, je ne vais pas me... Et je pense que comme le français est peut-être moins chantant, moins lyrique en soi que l'anglais ou l'italien qui ont des accents très différents, mais qui sont déjà scandés. Il faut obéir aussi à ces scansions. L'italien, c'est déjà de l'opéra. C'est déjà... Mais c'est merveilleux, l'italien. On est amoureux de l'italien, alors. Mais je crois que le français se prête à recevoir quelque chose d'intérieur. C'est ça, oui. Le français est très neutre et on peut donc apporter beaucoup dans le français. Ça provient de quelque chose de très profonde, très intérieure et de très secret. Mais voilà, c'est ça, exactement. À propos d'un écrivain irlandais, vous avez dit quelque chose, vous étiez tout jeune quand vous avez écrit ça, je crois que vous deviez avoir une vingtaine d'années, et vous avez été parmi les premiers lecteurs de Joyce. Oh, j'aime beaucoup Joyce. Vous l'avez connu? Je l'ai rencontré. Racontez comment vous l'avez connu. Oh, dit. c'était un homme charmant, parce que je me souviens, il était à Paris avec ses enfants, il en avait, je pense, 2 au moins. Oui. Et au moment d'Adrienne Mesura. Et décidément, vous avez rencontré Virginia Woolf après avoir écrit Adrienne Mesura et Joyce pendant que vous écriviez Adrienne Mesura. Ah oui, mais c'est vrai, il y avait Virginia Woolf aussi. Mais j'avais vu Joyce chez lui ou chez des amis. C'était, je me souviens, rue de la Tour, dans le 16e arrondissement. Et on parlait d'Adrienne Mesura. Et Joyce a dit qu'il ne pouvait pas lire. My reading days are over. He was il ne pouvait plus lire. Practically blind. He wore glasses, but he said, my reading days are over. And then he burst into French and said, mes enfants se sont jetés dessus. Les enfants se sont jetés dessus. Ça a dû vous faire plaisir. Immensely pleased. Il faisait une impression charmante, vous savez, il avait beaucoup d'élégance, une élégance naturelle dans sa façon. Il était habillé à peu près comme tout le monde, mais c'est très difficile à analyser une chose pareille, parce qu'il avait ça. Et il y a quelqu'un qui avait la même élégance, c'était Maritain. Maritain, qui s'habillait comme un petit peu n'importe comment vers la fin de sa vie, mais il gardait ça faisait partie de la façon dont il était fait, mais il était naturellement il marchait très bien. Ah, ça c'est très important. Il se déplaçait aussi très bien. Beau mouvement. Joyce m'a beaucoup frappé. Et puis j'aime beaucoup Joyce, avec Ulysses. Quand vous avez lu Ulysse pour la première fois, et peu de gens l'avaient lu encore, et on a eu du mal à admettre Joyce, pas seulement pour les sujets qu'il traitait, mais sa façon. Et j'aime beaucoup ce que vous avez écrit. Vous avez écrit « Il dédaigne l'explication pour la raison très simple que la vie elle-même la dédaigne ». Ah, j'aime bien, c'est vrai ça. Vous avez écrit ça, mais c'est bien, c'est vrai. Mais oui, c'est très bien. C'est un secret, il a découvert un secret. C'est bien ça. C'est tellement important. Mais vous devez avoir la même mentalité, je crois, vis-à-vis de ce qui est à dédaigner, parce que c'est compris. Oui, on sent cela chez vous.
Vous aimez Joyce, je pense. Oh, j'aime beaucoup Joyce. J'aime beaucoup Finnegan's Wake. Je pense que ce que vous faites, c'est de faire éprouver ce que vous dites. Oui. Et même peut-être autre chose aussi, au-delà de ce que vous dites. C'est un début du langage, d'en dire plus qu'on le croit. Que le langage soit dépassé. Oui. Qu'il y a d'abord des régions où la langue n'existe pas, mais elle est suggérée par les mots. Ou les mots suggèrent toutes sortes de choses, évidemment. Parvenir à dire ce que la langue n'est pas faite pour dire. Je pense que c'est très important. On ne peut pas dire que la langue n'est pas faite pour être prise au sérieux, c'est pas ça que je veux dire. Seulement, elle est faite pour dire autre chose que ce qu'elle dit. Voilà. Alors là, c'est une chose que les Français ne pourraient pas accepter une chose pareille. C'est pas possible, mais pourtant ça existe aussi en français dans une certaine littérature. Les mots, vous savez, sont des infirmes, très souvent, devant certaines choses qu'on peut exprimer. Les mystiques ont très bien compris cela, vous savez. Quand Sainte Thérèse d'Avila parle de visions qu'elle a eues, elle a dit d'abord une chose qui me plaît beaucoup. Il me faut beaucoup de mots pour m'exprimer. Alors il y a une multitude de mots, et quand elle a dit tout ce qu'elle avait à dire, elle dit, mais ce que j'ai vu, c'est tout à fait autre chose. Je ne peux pas dire ce que j'ai vu, c'est pas possible. Elle a essayé, mais c'est ça. Elle reconnaît que le langage est frappé d'une sorte d'infirmité. Oui. On peut remonter à l'histoire de Babel, ça, vous savez, c'est tellement évident, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Oui. Comment raconteriez-vous l'histoire de Babel? Au moment où l'humanité avait une langue unique, c'est là que l'orgueil est venu, alors ça a été fracassé. Et la multiplicité des langues a provoqué le désordre, un certain désordre. Oui, c'est intéressant, mais vous avez le sentiment de ces choses-là. Vous avez le sentiment de ces choses-là. Je l'ai très fort depuis toujours. Je me souviens quand je lisais vos livres et la première fois j'avais 15 ans, je crois. Oui. Et c'était pour moi incroyable parce que vous disiez l'indicible et en même temps vous parliez de ce qui existait matériellement autour de moi que j'avais du mal à accepter et ça rejoignait justement les mystiques que je commençais à lire. Ça m'intéresse quand vous parlez des mystiques parce que c'est pour moi ce sont des lectures que j'ai lu simultanément vos livres et justement Saint Jean de la Croix c'est intéressant, ou des livres sur le bouddhisme zen, enfin des choses assez ceux-là sont très intéressants aussi. Et donc, je les ai beaucoup lus autrefois quand j'étais plus jeune. Aussi, oui. Il y a dans la langue parlée une sorte d'aspiration vers la liberté, une aspiration inexprimée, et alors ça donne de la poésie ou autre chose. Oui, vous parvenez à créer des logiques neuves. Et d'autres logiques. Oui, ben c'est une logique qui a l'air d'échapper à la raison, parce que c'est d'un autre ordre, c'est un autre pays. Voilà. On atteint un autre pays. Je pense aux personnes à qui je dirais ça. J'en vois certaines qui hausseraient les épaules, simplement. Monsieur, les mots ne vous suffisent pas, les mots ont suffi à Pascal, alors vous êtes bien difficile. Oui. Alors, on s'en va humilier et contré, mais il y en a qui comprendraient qu'il y a autre chose. Il y a une vérité qui se trouve dans le bégaiement des langues. Voilà ce que j'essaie de dire. C'est cela. Il y a une vérité qui se trouve dans le bégaiement des langues qui essaie d'attraper quelque chose. Là, ça, c'est le monde mystique, enfin, peut-être. Là, c'est un énorme domaine. Votre façon d'écrire cela, ça n'est jamais une fuite. On ne perd pas la présence qui est difficile à vivre des choses. Oui, bien sûr. Ça, c'est la réussite, alors. Elle n'est pas seulement une chance qui arrive de temps en temps. Ça vous est arrivé très souvent, vous avez beaucoup de chance. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je crois qu'il y a des moments très heureux. Et quand on écrit, on sent la présence de quelque chose qui veut parler, qui est plus fort que les mots.
Il y a des mots qu'on emploie. On dit que un paysage est d'une beauté inexprimable. C'est au-delà des mots. Les mots ne peuvent rien. C'est vrai. Alors, c'est ça. Tout est là. Vous êtes heureux quand vous écrivez? Oui, je suis très heureux. Je suis très heureux quand j'écris. Pour moi, c'est le grand bonheur. Et ça a toujours été un grand bonheur dans ma vie. C'était le fait de pouvoir dire ce que j'ai à dire. Est-ce qu'il y a des moments de votre vie où vous n'écrivez pas? Dans mon cas, il y a des romans qu'on écrit de temps en temps. Enfin, quelquefois, les romans sont séparés les uns des autres par 2 ans ou plus. Et puis alors, il y a le journal quotidien. Là, le journal vous tire d'affaire parce que les mots sont là et ils veulent dire quelque chose, n'est-ce pas? Et souvent, il y a des choses précises, bien sûr. Mais quelquefois, les mots se lancent non pas dans l'irréel, mais dans l'inexprimable. Ça n'arrive pas tous les jours, mais il y a des moments des moments de chance. Je me demande si là, il n'y a pas une sorte... C'est une inspiration. Mais l'inspiration, c'est quelque chose qui vient d'au-delà du conscient. Oui. Ce n'est pas une chose raisonnée, ça ne dépend pas de la raison. Ça vient d'ailleurs, ça vient d'un autre monde. Comment savoir? Nous saurons ça plus tard, quand nous serons morts. D'abord, il y a des choses qui nous sont révélées à mesure qu'on... Alors ça, je suis heureux de pouvoir le dire, à mesure que l'on vieillit, il y a tout un monde qui vous apparaît, qui vous est donné, enfin révélé, par l'expérience et par, mettons, les très bons moments, les très bons côtés de l'âge. Il y a des consolations. Pour l'écrivain de 94 ans, il y a des consolations. Il arrive à attraper exactement ce qu'il n'avait jamais pu dire avant. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est ça. Et ça arrive, croyez-moi. Quand j'étais jeune, j'étais amoureux de certains paysages, je suis encore, mais des forêts surtout. Les arbres, les forêts. Si on aime la musique, si on aime Brahms, c'est plein de forêts, n'est-ce pas? Enfin... Le mot âme qui paraissait, dont on avait peut-être trop usé un peu n'importe comment, c'est quand même un mot très important, c'est essentiel. C'est le capital, c'est nous-mêmes. Oui, c'est nous-mêmes. Seulement, ça dépend même de l'âme. Oui, ce qui m'a toujours intéressé je suis nul en théologie. Je ne connais pas la théologie. Mais je me souviens avoir lu quelque part la théologie donne une explication pour, mettons, tout, n'est-ce pas? Les mots sont là et les mots sont mis dans le sens qu'il faut. Mais il y a une chose que la théologie ne peut pas expliquer, ni même définir, c'est la façon dont l'âme, on dirait pas est unie au corps, mais accompagne le corps, parce qu'elle n'est pas dans le corps comme, mettons, comme du vin dans un verre. Oui. Elle l'accompagne, mais ça c'est mystérieux de penser à cela. La façon dont l'ombre accompagne le corps, c'est quelquefois un petit peu terrible de voir, quand on est dans une certaine lumière, de voir l'ombre qu'on projette devant soi et qui soit une projection de soi-même. Ça, c'est un monde dans lequel je vis, mais c'est peut-être un petit peu particulier. Ce n'est pas l'invisible, mais l'invisible n'est pas tellement loin. Mais les gens n'ont même pas le soupçon qu'il y ait le voisinage de ce monde. C'est ce qui me frappe beaucoup. Quand j'entends parler des gens, des impressions qu'ils ont reçues de la vie, je me dis toujours, mais ils côtoient quelque chose d'autre qui me paraît évident. Alors là, on tombe dans des domaines religieux et c'est trop difficile. Parce que je dis religieux, je veux dire mystique, tout ça, c'est du mysticisme. Oui. Nous vivons dans l'inexprimable. Et on en a le sentiment où on ne l'a pas. Il y en a qui ne l'ont pas du tout et qui disent que ce n'est pas vrai. Est-ce que vous pensez que c'est le travail de l'écrivain de parvenir à exprimer au moins des bribes
de l'inexprimable. Oui, ou de donner le sentiment qu'il existe. Ça, c'est le talent qui fait ça, ou les dons qui font ça, n'est-ce pas vrai? Les Russes ont fait ça admirablement. Je n'ai pas voulu lire les Russes avant l'âge de 50 ans. Parce que je ne suis pas là, il y a des Anglais qui ont fait la même chose, ils sont méfiés des Russes parce que la contagion est extrême, vous savez. Ils ont une telle force de persuasion qu'on peut être entraîné et faire du roman russe. Ça, non, je ne veux pas. Mais j'ai lu, quand j'avais 50 ans, j'ai lu Crime et Châtiment. Et j'étais stupéfait. Je me souviens, j'étais en Autriche, dans un petit village, et je m'étais assis sur un banc pour lire Crime et Châtiment. Et au moment du crime, j'étais tellement bouleversé par la réalité de la chose que j'ai laissé tomber le livre des mains et je me suis levé en disant c'est pas possible une chose, on peut pas écrire des choses pareilles. J'étais très étonné, très étonné. C'est le don russe, là. Je choisissais mes auteurs, je les choisissais. Il y en avait que j'écartais. Pour moi, c'est un mauvais voisinage. Je ne veux pas être entraîné de ce côté. Et pourtant, j'étais entraîné de rien parce que, encore une fois, mes romans étaient écrits d'une façon particulière. Il y a une chose qui m'a certainement influencé, d'une certaine façon, non pas pour le roman, mais pour une certaine mentalité, c'était la correspondance de Flaubert. J'aimais beaucoup Flaubert et je me sentais heureux dans son voisinage parce qu'il avait une horreur du bourgeois qui m'a poursuivi, qui dure encore, bien sûr. C'est très ça, l'horreur du bourgeois. Ça, c'est durable. Mais la correspondance de Flaubert aussi, je trouve c'est tellement stimulant. Il y a un tel élan vers l'écriture et un élan vers quelque chose qui lui est difficile, mais un acharnement. Mais oui. Quand j'étais jeune, j'entendais parler beaucoup de littérature à la maison. Nous lisions beaucoup d'anglais, naturellement. Il y avait des romans qu'on lisait. Le roman que tout le monde devait avoir lu, c'était Jane Eyre de Charlotte Brontë. Ça, c'est le roman. Un roman Jane Eyre, quelle merveille. C'est un roman très intéressant. Oui. Ça comptait beaucoup pour moi. Et je me souviens que quand j'avais écrit mon premier livre, tapé à la machine, et je l'avais fait lire à mes sœurs autour de moi. C'est vrai? Oui, alors disant, est-ce que ça ressemble vraiment à un roman? Ce que j'écrivais, c'était mes premiers romans. Et elle disait, oui, c'est bizarre, mais c'est un roman, etc. C'est pas comme Jane Eyre. C'est un merveilleux roman. Eh bien, merci beaucoup ce que vous dites là. On a toujours besoin d'être encouragé, même à mon âge. Parce qu'il y a encore d'autres livres à écrire. Avec une imagination qui est tellement fraîche. Vous racontez l'histoire, c'est en 3 volumes. D'ailleurs, on peut les lire séparément. On peut lire Dixie sans avoir lu Les pays lointains et Les étoiles du Sud. Oui. Mais ça forme en tout et tout un destin d'une jeune femme. Oui. Et puis toute l'histoire de la guerre dans le sud des États-Unis. Oui. Et puis, comme toujours, tous ces personnages, ils sont habités par quelque chose, par le grand tourment, et elle en particulier. Elisabeth en particulier, parce qu'elle a reçu un choc énorme quand elle a appris que son mari, qu'elle aimait follement, n'est-ce pas, a été tué. Et Bélé a été tué sur le champ de bataille, tout près de la maison. Ce qui est extraordinaire, elle reçoit un coup terrible. Et on se demande comment elle pourra s'en remettre. Et pour des raisons que le lecteur verra dans le livre, on la transporte du Land, là où elle était, tout près de l'endroit où son mari a été tué, et on l'amène dans une maison de la région, mais dans une région un peu plus montagneuse, qui s'appelle Kinloch. À ce moment-là commence vraiment son roman à elle.
elle trouve extraordinairement difficile de croire à ce qui lui est arrivé. Oui. Vous dites qu'elle en est informée, mais elle ne le croit pas. Et c'est exactement la situation. Oui. Par conséquent, elle sera possédée par le désir de retrouver son mari, Bélé. Alors, il se trouve qu'à Kinloch, dans cette région un peu montagneuse, il y a un bois qui a la réputation d'être hanté. C'est ici qu'intervient un monde particulier, c'est le monde des fantômes dans cette région-là. Oui. Alors, on l'amène dans le bois. Elle a l'impression que l'absent est là. Elle a nettement l'impression qu'elle est accompagnée par quelqu'un, et que ce quelqu'un, c'est exactement l'homme qu'elle a perdu. Elle le sait, elle ne le croit pas. Il faut vraiment qu'elle en ait tout à fait l'impression, presque physique. Et en effet, elle a l'impression qu'une main la touche. Enfin, tout ça, c'est dans un monde, évidemment, fantomatique, et elle s'y laisse prendre, parce que, en même temps, elle y trouve un très grand bonheur. Désormais, pendant quelque temps, elle aura l'impression qu'elle n'est pas seule, et que la personne avec qui elle se trouve, c'est bien Bélé qu'elle a perdu, ou elle veut le croire. J'ai l'impression qu'en fait, au cours du livre, elle fait le deuil du deuil. Exactement, c'est vrai. Et comme beaucoup de vos personnages, mais d'une façon plus nette peut-être ici, et moins tragique, encore que tout ce qui arrive est tragique, mais elle est au fond partagée entre la sublimation, une expérience spirituelle. Elle a affaire à des fantômes, à l'irréel, à l'irrationnel. Et puis il y a la chair. Et elle est aussi pas frustrée comme certains personnages dans vos premiers livres, mais privée. Elle dit clairement, quand elle voit la réalité de cette situation fantomatique, elle a dit avec netteté qu'elle ne peut pas vivre avec un fantôme. Elle ne peut pas, elle peut pas dormir avec un fantôme. Elle dit très simplement. C'est pas la même chose. C'est absolument rien. Il n'y a rien à faire. Il y a tout un passé, n'est-ce pas? Elle a 2 enfants. En effet, je voulais montrer qu'elle a eu, contre les hommes qu'elle a eu déjà, ce premier mari, et puis ensuite elle a eu Jonathan. Ça compte beaucoup. Et finalement, Bélé, alors ça, 1, 2, 3 déjà, c'est pas mal. Elle sait de quoi elle parle quand elle dit qu'il lui faut absolument un mari, parce que c'est ce qu'elle veut, un mari à tout prix. Oui. Alors, où va-t-elle le trouver? Et elle le cherche. Elle le cherche. Et alors, il faut dire qu'il y a derrière un passé de femmes prodigieusement admirées, et admirées immédiatement par tous les hommes qui l'ont rencontrée. Elle sait que là, elle a un pouvoir à peu près infaillible, n'est-ce pas? Mais elle cherche à exercer ce pouvoir à tout prix, n'est-ce pas? Elle fait ce qu'elle peut. Alors, si je vous racontais ça, je vous racontais tout le roman, c'est pas exactement mon idée. Mais quand elle sera à Kinloch, elle aura une liberté qui lui permettra de se promener dans les environs là où elle voudra. Et instinctivement, elle va chercher quoi? Un admirateur. Parce que les admirateurs, dès qu'elle regarde un homme, elle a devant elle un admirateur est perdu. Vous aimez Elisabeth? Je l'aime beaucoup parce qu'elle n'est pas simple. Elle est protestante. Elle a une vie intérieure beaucoup plus vive qu'elle ne le pense. Elle découvre sa vie intérieure. Quand elle se trouve dans une situation extraordinairement difficile, toute seule n'ayant pas de mari, elle se met à interroger le Seigneur pour lui dire qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le corps et il y a l'âme. Le corps est désespéré parce qu'il ne trouve pas ce qu'il veut. Comment l'âme peut-elle être heureuse? Comment peut-il y avoir un rapport satisfaisant entre le corps et l'âme chez une femme comme moi? Voilà, c'est un énorme problème. C'est une grande question. Et ce problème va la suivre plus ou moins, mais elle n'y pensera pas trop, parce que c'est un empêchement à trouver des admirateurs. Quand on simplifie l'histoire comme ça, elle paraît comique, mais si jamais on l'éprouve comme elle l'éprouve, c'est évidemment beaucoup plus inconfortable. Certainement, mais c'est justement ce qui est très beau dans ce livre,
tout à fait surprenant. C'est justement comme elle a un côté presque scandaleux dans sa façon au fond, de se débarrasser de son deuil, de se débarrasser des fantômes et d'aller vraiment vers l'admiration, mais aussi vers les bras d'un homme, vers la chair d'un homme. Enfin, elle veut vivre cette partie-là de sa vie. Et justement, elle est tellement vraie, elle est tellement exacte, elle est très souvent très surprenante. On se demande si elle est innocente. Si elle est innocente. Oui, parce que vous avez écrit, je viens de lire aussi un très beau poème que vous avez écrit quand vous aviez 22 ans, je crois, qui s'appelle Dionysos. Il y a une phrase: l'innocence est le vice le plus rare. Ah oui. C'est tellement vrai. Ah oui. Enfin, j'avais un peu oublié, je dois dire. Mais écoutez, vous savez, il y a dans sa vie ces choses qui a été nommée la recherche de l'absolu. Mais alors, chercher l'absolu dans la chair, c'est vraiment compliquer le problème d'une façon tragique. Dès le début, ça ne peut pas aller. Mais pourtant, c'est son problème à elle. Et elle ira jusqu'au bout. Elle en veut à la Providence, simplement. Elle fait ces choses qu'elle ne peut pas accepter. Enfin, elle en veut, c'est une façon de parler, elle proteste. Alors, ça l'amène dans toutes sortes de tragiques mésaventures. Mais ça, c'est le roman. Oui, ça, c'est le roman. Mais quand je vous disais que j'avais l'impression que vous aimiez Élisabeth, je pensais aussi à d'autres personnages, d'autres romans, comme Adrienne Mesurat, ou les personnages de Léviathan, ou l'autre Élisabeth dans Minuit. Elle s'appelle aussi Élisabeth, mais c'est une petite Française. Est-ce que vous les aimiez de la même façon? Je les aime beaucoup, naturellement, parce qu'ils viennent de moi. Mais j'ai écrit un jour, dans une conversation, j'ai écrit finalement dans mon livre, je suis tous les personnages. Parce que si je ne suis pas tous les personnages, je ne pourrais pas y croire. On ne peut pas parler d'un personnage si on ne le croit pas. Si on ne croit pas vraiment qu'il existe et qu'on le connaît absolument. Vous avez parlé d'Adrienne Mesurat, c'est un très bon exemple. Parce que Adrienne Mesurat, elle, sans le savoir, elle est prise précisément dans une sorte de piège qui la rapproche d'Élisabeth, parce qu'elle n'est pas, elle est très enfin, tout à fait innocente en ce sens-là, mais elle n'a presque aucune expérience de la chair, absolument pas d'expérience de la chair. Elle tombe amoureuse de quelqu'un qu'elle voit sur la route. Et alors à ce moment-là, la tragédie, c'est que elle ne pourra jamais le rencontrer, elle ne pourra jamais l'aimer, et il passera près d'elle avec sympathie, mais c'est un autre drame. Elle devient, elle aussi, un corps qui recherche, qui veut une âme plutôt qui recherche un corps. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et ça finit très mal, naturellement. Oui, on a l'impression qu'elle est séparée. Alors que chez Élisabeth, ça finit très bien. Et c'est vrai, c'est la différence quand même avec les romans qui se passaient, par exemple, dans des provinces françaises. Où vous avez dit, je crois, pas à moi, mais à d'autres, que vous ne connaissiez pas la province française à cette époque, alors je ne la connaissais pas. Non, je la connaissais. Je la connaissais pas très bien. Je la connaissais parce que en vacances, j'étais emmené dans les coins de province où j'avais un aperçu de ce que c'était que la province. Mais enfin, c'est tout. Ces personnages des premiers romans, ils sont beaucoup plus fascinés par le pire. On a l'impression qu'ils sont souvent déjà en enfer. Déjà en enfer, je ne crois pas à l'enfer pour les personnages. Non, mais je comprends ce que vous dites. Mais une plus. Sorte un enfer moral. Un enfer, moral, justement. Ça, c'est sûr. Un lieu un peu incarcéré, un lieu de détention presque. Un lieu de pénitence. De grande pénitence. De grande pénitence. Et voilà, c'est ça. Et en même temps, souvent on a l'impression qu'ils sont sauvés. Ça finit mal parce que dans ces premiers romans, si ça finissait pas mal, il n'y aurait pas eu de roman. Simplement. Je voyais le roman pour moi c'était une histoire tragique et il fallait que ça finisse pas. Léviathan, ça finit par
une mort. Oh oui, et pire qu'une mort, quelle souffrance pendant la vie. Oh oui, c'est beaucoup plus que de la détresse, et quel martyr, et tout, sauf ça finit par 2 morts, parce qu'il y a Madame Gros-Georges qui se suicide. Oh, bien sûr. Madame Gros-Georges, bien sûr. Et puis, ceux qui restent dans un tel malheur, et en même temps, on a l'impression que... D'ailleurs, vous avez écrit, je me souviens, que vous n'acceptez pas que les personnages de vos livres soient jamais des réprouvés. Oui. Et ils ne le sont pas. Oui. Mais non, bien attends, il y a ceci qui est plus atroce que tout pour une très jolie femme, c'est qu'elle est défigurée. Oui, Angèle, la jeune fille. Exactement, oui, l'héroïne. Mais celui qui l'a défigurée souffre au moins autant qu'elle. C'est un homme qui est la souffrance même. Oui. Je crois que vous avez écrit dans votre journal à propos de Élisabeth, celle de Dexé, vous disiez qu'elle est toujours en exil sur des terres étrangères. Oui. Et je pensais à votre mère, qui l'était aussi, et doublement. Oui, elle m'a légué une nostalgie. Oui, une nostalgie. C'est une façon de parler qui n'était pas du tout cruelle quand j'étais enfant, parce qu'il fallait y croire, c'était très difficile. Enfin, c'était la présence dans ma vie d'un pays très lointain, très beau, et que je ne pouvais pas voir. Il y avait cette nostalgie-là, j'y pensais quelquefois, quand ma mère m'en parlait, c'est tout. Mais c'est un autre roman, le roman de l'auteur. Mais on a l'impression d'ailleurs à regarder les illustrations qui ont paru dans la dernière Pléiade, le 7e volume de la Pléiade. Oui, en effet, elles sont très bonnes. C'est très très beau. Oui. Et il y a ce côté onirique aussi un peu, je me souviens d'une... Oui, sûrement. Oui, et même, je ne sais pas si vous avez choisi les illustrations, mais ce sont... Oui, bien sûr. Bien sûr. Avec le concours de... Éric. Naturellement, votre fils. L'une d'elles représente une forêt, je trouve qu'elle est tellement belle, elle est très attirante. Dans une forêt, et surtout il y a une illustration qui m'a beaucoup frappé, c'est une avenue qui se trouve au cœur de la ville, mais qui est bordée de grands arbres. Elle est très belle. C'est là que se promène le beau monde. Oui. Et c'est merveilleusement attirant parce que c'est une autre époque, c'est quelque chose qui vient vraiment d'ailleurs, et puis on ne voit pas ce genre de choses en Europe. Oui, et ça donne une impression de bonheur très stable, alors que c'était très fragile et que la guerre de sécession elle est arrivée. Ça ne paraissait pas, vous savez, ça ne paraissait pas fragile à l'époque. C'était fragile si l'on veut, mais tout s'est reconstitué. Le décor est là. Moi j'ai vu le décor, j'ai vu en 1919. Et la guerre avait passé par là, mais le pays était de nouveau intact. Quand vous étiez étudiant. Quand je suis allé en Amérique pour la première fois, quand j'avais 19 ans, et j'ai vu la Virginie d'abord, et en 1919-1920, la Géorgie, et en particulier la ville natale de ma mère. Et ça m'a paru extraordinairement beau et tout à fait conforme à ce que ma mère avait dit. Ça, c'est merveilleux. Elle n'avait rien exagéré, au contraire, c'était beaucoup plus beau. Encore plus beau. Oui, c'était beaucoup plus beau. La grande beauté a un certain mystère et un soupçon de mélancolie. Mais on pourrait parler de la tristesse du soleil, vous savez, la tristesse des pays du soleil. Elle est, c'est vrai. Si on la ressent, elle est très vive. On la retrouve en Italie, on la retrouve un peu partout. On est ébloui et en même temps il y a cette arrière-pensée de tristesse qui vient. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a, je trouve, dans ces pays, la promesse de quelque chose qui n'est jamais atteint. C'est exactement ça. Oui, en effet. Et vous aviez vu la maison de votre grand-père ou de votre arrière-grand-père? Oh oui, j'ai vu la maison de mon grand-père. Bien sûr, je pense en ce moment au père de mon père et au père de ma mère aussi. Oui. C'était une maison tout à fait du début du 19e siècle, mettons 1800 ou un peu avant. Mais si on va
parler de particularités architecturales, elle était moins caractéristique de l'Angleterre que les autres. Parce que les autres, c'était de l'Angleterre de la fin du XVIIIe siècle, avec des colonnes, en fait, tout à côté décoratifs, que je ne retrouvais pas au XIXe. Mais tout ça, c'était l'Angleterre, vous savez. Et si on pense à l'architecture du Sud, c'était l'œuvre de grands architectes anglais. Non pas nés en Amérique, mais en Angleterre. Ils venaient d'Angleterre. Oui, ils venaient. C'est l'Angleterre. Et c'était un merveilleux paysage. À un moment, vous parlez d'un peuple de disparus, de morts, peuple de disparus qui cherche à se joindre à nous, à propos des fantômes qui l'entourent. Oui. Moi, ça me rappelait, je crois que c'est dans Minuit, quand le jeune homme meurt et que la jeune fille qui s'appelle aussi Elisabeth, mais qui n'est pas du tout l'Elisabeth de Dexé, va le rejoindre. Et une des dernières phrases, il me semble que c'est dans Minuit, c'est « Et maintenant, de sa grande voix silencieuse, il lui parlait déjà le langage secret que seuls parlent les morts. » Ah oui. Donc il y a aussi dans Dexy ce sens de la mort. Précisément. Ce qui est, je trouve, très important, c'est un livre qui s'ouvre sur des enfants et qui se ferme sur des enfants. Il se termine sur des enfants. Et, il a été annoncé par des enfants. Et la conclusion est aux mains des enfants, si je puis dire. Ils disent les choses qu'il faut dire sur la guerre et sur le roman. Et puis il y a cette Miss Llewellyn. Oui, c'est ça. C'est le bon sens. Oui, mais là elle dépasse parce que c'est bien elle qui leur dit que les amis et les ennemis sont tous des victimes. La guerre est fratricide. La guerre est fratricide. Mais vous savez, toutes les guerres sont fratricides. Toutes les guerres sont fratricides, mais c'est le point de vue des pacifistes, là, n'est-ce pas? On dit que dans l'Europe qui se forme en ce moment, il y aura pour chant qui, n'est-ce pas, un poème de Schiller, n'est-ce pas? Et dans ce poème, il y a ces vers. Mais vous me traduirez? Alle Menschen werden Brüder, n'est-ce pas? Il parle de ces Freude, schöner Götterfunken, n'est-ce pas? Alle Menschen werden Brüder, wo deine lange Flügel weilt. Tous les hommes seront frères. Par conséquent, il n'y a pas de guerre. C'est la disparition de la guerre. Ça, c'est une vie idéale. Eh bien, espérons que ce sera, en effet, appliqué, enfin, respecté, honoré, que ce soit un idéal honoré. Mais là, nous rêvons. C'est très dangereux, je trouve, de rêver cette sorte d'utopie. Vous ne trouvez pas? Oui. Qu'il vaut mieux partir du fait que les hommes ne sont pas des frères et qu'il non, justement. Le Christ a laissé entendre qu'il y aurait toujours des guerres. Voilà. La guerre, c'est inévitable, c'est la condition humaine. Mais pourtant, il faut aller vers quelque chose de mieux, qui soit la paix. Je vous dis, il y a un endroit où quelqu'un aborde le Seigneur, le Christ, et lui dit « Bon maître ». Il lui demande comment aller à la vie éternelle. Et le Christ lui dit immédiatement « Ne m'appelez pas bon, Dieu seul est bon ». C'est le Christ homme qui parle, le Fils de l'homme qui parle. Dieu seul est bon. Alors, c'est une opinion sur l'humanité. Et quelquefois, quand il parlait même à ses disciples, il dit « Vous qui êtes mauvais », c'est une expression qui était pour trouver dans l'évangile, quand il parlait aux hommes, vous qui êtes mauvais, c'est comme ça. Alors, c'est d'une grande intelligence, je pense. C'est une intelligence divine. Je sais que un des 3 volumes de ma trilogie américaine, et je crois parle d'une guerre fratricide entre le Nord et le Sud. Oui, alors là, je crois. Alors, entre le Nord et le Sud en Amérique, c'était encore plus vrai, parce qu'il y avait malgré tout des rapports de race, plus ou moins. Enfin voilà, c'est un sujet terrible.
Et ces enfants qu'on trouve donc un peu tout au long du livre, parce que Élisabeth, tout en étant cette femme admirée, cette femme passionnée, oui. Et passionnée d'absolu, passionnée aussi d'amour, oui. Qui n'est pas seulement spirituel, oui. a des enfants, oui. Elle est aussi une mère, oui. Et ce sont des enfants qui connaissent les problèmes oui. des adultes, oui. Qui sont traversés par leurs tourments un peu, oui. je crois, ils y participent. Oui, bien sûr, oui. Mais en même temps, ils sont ouverts au bonheur. C'est les enfants qui admirent leur mère, oui. Qui observent leur mère très attentivement, qui écoutent ce que dit la mère, n'est-ce pas? C'est l'histoire de Jonathan, par exemple. Ah oui, c'est très beau. Bien sûr. Et ils entrent un petit peu dans la vie secrète, sentimentale de la mère. Ça, c'est sûr. En fait, la vie sentimentale de la mère continue à travers eux, puisque Jonathan, qui ne s'appelle pas Jonathan, le petit garçon, d'abord, elle va le voir, et le soir, quand ils sont tous les deux seuls, elle l'appelle Jonathan, parce qu'il est le fils de Jonathan, mais ça n'est pas quelque chose d'officiel. Oui, finalement. Et il comprend. Oui, exactement. Et oui, c'est vrai, il comprend. Et il révèle même quelque chose qui devrait rester secret. Oui, c'est vrai. Alors, finalement, il faut le faire taire. Mais les enfants, justement, quand on fait taire un enfant, ça ne veut pas dire qu'on le bâillonne et qu'on lui interdit la parole dans des crimes. Par contre... On tait quelque chose de très important pour eux, c'est d'autant plus intéressant s'il faut le taire. Bien sûr. Et dans d'autres livres, ça n'était pas le cas. Les enfants n'étaient pas heureux. Il y a cet enfant, vous avez écrit à propos de l'enfant qui s'appelle André dans Léviathan, qui est le fils des Gros Georges, et que sa mère est. Oui, je sais. Oui, mais c'est une... La haine. Madame Gros Georges, elle est un peu monstrueuse. Elle a une psychologie monstrueuse. Oui. Elle n'est pas mère. Oh, elle n'est pas mère. Mais elle est très malheureuse. Elle est son mari, donc elle est l'enfant de ce mari, et elle est torturée. C'est une femme torturée. Elle, celui qui lui a donné l'enfant. Oui. Elle est torturée, bien sûr. Et monstrueuse. Oui, elle est monstrueuse, c'est sûr. Voilà, ça c'est un tout autre monde. Et l'enfant est effaré, atterré, il n'existe pas. Il n'existe que comme une sorte de possibilité pour sa mère à la fois de pratiquer sa haine et puis de s'en débarrasser, de se débarrasser de l'enfant. Elle est une exception dans les romans parce qu'il est impossible de savoir par quel bout l'accepter. On ne peut pas l'aimer. On ne peut pas aimer la mère du petit Henri. Madame Gros Georges, elle est intéressante par sa méchanceté. Je crois qu'elle souffre d'être belle. Oui, elle doit être belle. Les enfants dans Dixie ne souffrent pas de la vie des adultes, alors que leur mère, par exemple, a une vie vraiment très agitée. Oui, l'univers américain est un univers où les enfants sont un peu amoureux de leur mère. Oui. N'est-ce pas? Et ça, c'est la situation normale, je crois qu'en général, un enfant qui aime sa mère, l'aime de toutes les façons.